Depuis le début du XXe siècle, la Palestine est un territoire confronté à des visions de l'histoire qui s'opposent. En devenant un symbole, le kéfier des Fédayines s'est imposé comme un emblème international de la cause palestinienne. Mais jusqu'à quand? Aujourd'hui, Patrick Boucheron invite l'historien Jean-Pierre Filiu à faire l'histoire de la cause palestinienne. Bonjour. Se rallier à une cause, c'est faire sien un combat dans lequel on n'est pas directement impliqué, mais où l'on reconnaît des valeurs d'universalité. Ceux qui, partout dans le monde, adoptent la cause palestinienne croient y reconnaître la lutte universelle d'un peuple contre l'injustice de la dépossession. On peut, et on doit, raconter l'histoire dramatique du conflit israélo-palestinien dans son contexte régional et international, en tentant de faire la part égale entre les passions affrontées. Mais on peut, et on doit également, montrer comment cette histoire si singulière se hisse au niveau tragique d'une question mondiale. Un objet incarne ce double mouvement qui est justement son signe de ralliement, le kéfier, la coiffe traditionnelle des paysans arabes, qui devient l'emblème d'une lutte globale. Jean-Pierre Filiu, spécialiste éminent de ce qu'il appelle dans son blog « Un si proche Orient », nous en raconte l'histoire. Elle commence en 1936, lors de la grande révolte arabe, quand les Fédayines se coiffent du kéfier. Nous sommes au printemps 1936. Depuis le 21 avril, une grève générale mobilise la population arabe de la Palestine, territoire alors placé sous mandat britannique de la Société des Nations. The main case of the Arabs is against the British government policy in Palestine. Cet homme coiffé d'un tarbouche ottoman s'adresse en anglais aux autorités britanniques qui contrôlent la Palestine depuis 2 décennies. Sa déclaration est simple, directe. En favorisant l'immigration juive, les Britanniques dépossèdent les populations arabes de leurs terres. D'une grève générale, ce mouvement contestataire va se transformer en une insurrection anticoloniale. Mais revenons un instant en arrière. Le mouvement sioniste remporte une victoire historique en 1917 lorsque le Royaume-Uni, dans la déclaration Balfour, s'engage à un foyer national pour le peuple juif en Palestine. La population de ce territoire ottoman est pourtant alors à 90% arabe, d'où le rejet par les nationalistes palestiniens du mandat britannique et de sa politique favorable à l'immigration juive. L'arrivée au pouvoir d'Hitler, en 1933, accélère l'immigration juive vers la Palestine, où à la veille de la grève générale de 1936, la population arabe ne représente plus que les 2/3. Dans les campagnes, la révolte gronde. Les paysans, insurgés, rejoignent les villes coiffées d'un kéfier, le foulard traditionnel. La Tawra, littéralement la révolution en arabe, embrase la Palestine mandataire. Peu à peu, les élites palestiniennes se débarrassent de leurs chapeaux occidentaux ou du tarbouche ottoman pour revêtir ce nouveau symbole, le kéfier. Après une âpre lutte, la révolte est écrasée dans le sang en 1939. Mais le symbole reste. Et en 1948, le conflit prend un nouveau tournant avec la proclamation de l'État d'Israël, combattu par ses voisins arabes, et l'exode de centaines de milliers de Palestiniens. Nous venons de voir comment, en l'espace de 30 ans, la Palestine a littéralement disparu pour ses habitants arabes. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, tandis que le monde découvre l'horreur absolue de la Shoah, les dirigeants palestiniens sont divisés par leurs querelles de factions et incapables d'opposer aux revendications sionistes autre chose qu'un refus catégorique, de moins en moins compréhensible en dehors du Moyen-Orient. La proclamation de l'État d'Israël en 1948 achève de les occulter au profit d'un conflit entre le tout jeune État juif, qui absorbe 77% de la Palestine mandataire, et ses voisins arabes, dont la Jordanie, qui annexe 22% de l'ancienne Palestine, soit la Cisjordanie et Jérusalem-Est. L'Égypte exerce son administration militaire sur les 1% restants du territoire palestinien, où se réfugie un quart de la population arabe. C'est le début de la bande de Gaza. Le peuple palestinien, privé de ses droits nationaux, est réduit à n'être qu'un peuple de réfugiés,
pour lesquels l'ONU crée une agence spécifique. Et c'est ainsi que certaines terres deviennent elles aussi des emblèmes. L'oasis luxuriante de Gaza a vu au cours des siècles passer les armées des pharaons et d'Alexandre le Grand, de Napoléon Bonaparte et des Britanniques à la conquête de la Palestine. Mais la guerre israélo-arabe de 1948 transforme cette oasis en bande de Gaza, une bande de terre de 360 km². 200 000 Palestiniens, chassés et contraints à l'exil, y trouvent refuge. Cette bande de Gaza devient peu à peu le cœur du nationalisme palestinien. Le kéfier des paysans de 1936 passe autour du cou ou sur la tête de guerriers prêts à mourir pour la cause palestinienne, les Fedaïn. Entre lutte armée, infiltration, attentats, les Fedaïn sont lourdement réprimés par l'État d'Israël, notamment pendant la première occupation de Gaza en 1956. Poussés à l'exil à leur tour, certains d'entre eux créent au Koweït le mouvement de libération de la Palestine, le Fatah. Ainsi, la lutte devient de plus en plus politique et s'internationalise. Les Fedaïn, avec leurs kéfiers, sont visibles et donc identifiables par tous. Mais un homme va venir mêler le symbole, l'incarnation et la lutte. Yasser Arafat. À la tête du Fatah, puis de l'Organisation de libération de la Palestine, après la guerre des 6 jours en 1967, l'homme au kéfier transforme peu à peu la lutte en une cause. Et ce changement d'envergure va être décisif. Il faut le temps d'une génération pour que les Palestiniens, niés par l'État d'Israël et marginalisés par les États arabes, reprennent en main leur propre cause. Les Fedaïn n'ont jamais cru, malgré leur invocation de la lutte armée, qu'ils pouvaient à eux seuls imposer un nouveau rapport de force face à la puissance militaire d'Israël. Mais leurs attentats et leurs infiltrations visent à rendre une visibilité, une réalité à ce peuple palestinien dont l'existence est réfutée avec constance, soit par l'idéologie sioniste, soit par son pendant panarabe. La guerre des 6 jours permet à Israël, en 1967, de conquérir les 23% de la Palestine historique qui lui échappaient encore, ainsi que le désert égyptien du Sinaï et le plateau syrien du Golan. Le paradoxe est que ce triomphe israélien va relancer le nationalisme palestinien, car la déroute des armées arabes exalte par contraste la révolution des Fedaïn et leur programme de guérilla. Arafat prend en 1969 le contrôle de l'OLP, où les Fedaïn jouent désormais un rôle déterminant. L'année suivante, les affrontements sont si violents avec l'armée jordanienne qu'ils sont qualifiés de Septembre noir. Vaincu et expulsé de Jordanie, l'OLP établit un véritable État dans l'État au Liban, développant ses relations internationales avec des États de plus en plus nombreux à reconnaître une Palestine encore virtuelle. Le 13 novembre 1974, Yasser Arafat monte à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Devant le vert pâle de la tribune de l'ONU, le kéfier du leader palestinien ressort à l'image comme l'émergence d'une cause désormais visible aux yeux du monde entier. وأعرف كثيرين من الجالسين في هذه القاعة كانوا في مثل المواقع النضالية التي أقاتل منها الآن واستطاعوا من خلال نضالهم أن يحولوا أحلامهم إلى حقائق إنهم شركائي في الأمل والحلم لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي. Le tonnerre d'applaudissements qui salue le discours d'Arafat illustre combien la cause palestinienne est devenue populaire auprès des États nouvellement décolonisés. Mais l'OLP va largement dilapider ce formidable capital diplomatique en s'enlisant dans des conflits de plus en plus sanglants au Liban. D'abord
contre des milices locales, puis contre l'armée syrienne qui envahit le pays en 1976, enfin contre l'armée israélienne qui assiège Arafat dans Beyrouth en 1982. L'OLP et son chef ne sont sauvés que par la France de François Mitterrand qui assure leur évacuation vers la Tunisie. Les fédayines sont dispersés dans l'ensemble du monde arabe. Le relais de la lutte armée est pourtant pris dès 1987 par l'intifada, littéralement le soulèvement de la population palestinienne des territoires occupés par Israël 20 ans plus tôt. La figure du guérillero est remplacée par celle du lanceur de pierres. Tous deux, le visage saint du kéfier, symbole persistant du nationalisme palestinien. Les militants continuent, avec ce foulard emblématique, de masquer leur identité personnelle pour mieux affirmer leur identité nationale. Car ce que les Palestiniens dits de l'intérieur veulent de leur direction exilée en Tunisie, c'est un programme politique consacrant enfin la solution à deux États entre Israël et un futur État palestinien. Ce pas est franchi en 1988 par Arafat, ouvrant la voie à un processus de paix qui d'abord échoue sous la supervision des États-Unis, mais qui débouche du fait de négociations directes entre Israël et l'OLP. Yitzhak Rabin, Premier ministre d'Israël, conclut avec Arafat en 1993 les accords d'Oslo. La reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP vaut acceptation par chacune des deux parties de la légitimité du nationalisme de l'autre partie et donc de son droit à l'autodétermination. Dans ce morceau du groupe français Zebda, on peut entendre la voix de Yasser Arafat reconnaissant en 1988 l'État d'Israël. Sur la pochette du disque, le kéfier est bien visible. D'autres emblèmes de résistance ont connu un tel processus. Ils se déplacent tout en s'éloignant, ils sont recyclés tout en s'estompant. Pas à pas, le kéfier des fédayines est devenu un symbole que l'on revêt par solidarité pour s'opposer à toutes les oppressions. Mais au-delà de cette adhésion symbolique, comment penser la cause palestinienne aujourd'hui ? Cette cause d'un peuple dépossédé de sa terre qu'est la cause palestinienne, elle semble, en 1992, bien proche d'être consacrée, avec la perspective d'une Palestine établie aux côtés d'Israël. Mais l'assassinat de Rabin par un extrémiste juif en 1995 porte un coup terrible au processus de paix, que son successeur, Benyamin Netanyahou, s'emploie à saboter. En 2000, c'est l'éclatement de la seconde intifada, cette fois marquée par les attentats suicides et la réoccupation de la Cisjordanie. Certes, l'OLP obtient l'admission de la Palestine à l'ONU en 2012, mais seulement comme État observateur, sans statut de membre. Les accords dits d'Abraham consacrent en 2020 la normalisation entre Israël et 4 États arabes, sans mention de la question palestinienne. Celle-ci reste cependant portée par la société civile en Palestine comme à l'étranger. Le kéfier valant toujours symbole d'adhésion populaire. On le voit dans les manifestations de solidarité ainsi qu'autour du cou de femmes et d'hommes opposés à l'occupation israélienne sans être forcément membres de tel ou tel parti. Car la cause palestinienne continuera d'être d'actualité tant que ne sera pas reconnu le droit à l'autodétermination de ce peuple. Faut-il évoquer pour conclure l'appropriation cynique du kéfier par la haute couture, sa production de masse par l'industrie chinoise ou son usage désinvolte au magasin des accessoires du militantisme ? Mais cela reviendrait à ramener définitivement la cause palestinienne au rang des causes perdues. Or, l'histoire, même quand elle est si mal partie, n'est jamais écrite d'avance. Mieux vaut peut-être rappeler la plasticité des signes d'appartenance dans le monde arabe, et notamment lorsqu'ils affectent la forme du couvre-chef. Dans l'histoire du monde au XIXe siècle, dirigée par Sylvain Venère et Pierre Singaravelou, Mohamed Oualdi a montré qu'il était, pour les pays arabes, le siècle du fez. Rouge ou noir,
Ce cône tronqué en feutre qu'on appelle Chechia, tarbouche ou fez, y symbolise la volonté de réforme et de modernisation, dans l'Empire ottoman d'abord, puis en contexte colonial. S'il perd aujourd'hui son acuité politique, si ce symbole du nationalisme arabe semble neutralisé comme élément de folklore, l'histoire de l'émancipation dont il était porteur peut toujours se réactiver. Au revoir.